nous inaugurons une séance inaugurale, si j'ose dire, sans employer de grands mots, parce que c'est une séance de présentation de notre sujet qui s'intitule « En quoi Tsahal, l'armée d'Israël, serait-elle l'armée la plus morale du monde ?» Vous voyez qu'on met les pieds dans le plat, et que c'est un sujet en fait qui va être abordé sur 5 ou 6 séances supplémentaires, on en précisera les dates. Et donc ce soir je vais, comme on dit en termes académiques, poser le sujet et dire en gros de quoi il va être question, pourquoi cette problématique. Alors justement je vais faire 3 points. On nous a aussi recommandé de ne pas dépasser l'heure et quart, c'est-à-dire de faire 75 minutes maximum, dont un quart d'heure au moins de débat, donc je vais m'en tenir à cet horaire avec beaucoup d'efforts. 3 points ce soir. Donc, d'abord, pourquoi ce sujet? Pas tant son intérêt, tout le monde le voit, parce que, mais pourquoi ce sujet? Et qu'est-ce qu'il met en cause, si vous voulez, et quelles sont les logiques qu'il y a derrière lui? Et le deuxième point, c'est on parlera de la notion de guerre, parce que dans le droit international et aussi au niveau de la communauté internationale, il y a une notion de guerre juste et guerre injuste. C'est d'ailleurs pas admis par tout le monde, mais il y a une jurisprudence et il y a, si vous voulez, un état du droit international qui reconnaît le caractère juste ou injuste des guerres, il y a des critères. Alors nous, on se pensera, ça c'est un sujet en soi, mais ce qu'on essaiera de voir tout à l'heure, c'est finalement la place de la guerre aujourd'hui dans la communauté internationale. Et le fait insupportable pour la communauté internationale que le peuple juif se défende et doive faire des guerres pour assurer son existence. Et le troisième point, c'est quelles sont les questions qu'on va soulever, non pas seulement je ne vais pas vous énumérer les chapitres, hein, mais quelles problématiques on va soulever pendant ces séances. Quel type de questions, à quel genre de questions on va essayer de répondre. Alors, premier point, pourquoi ce sujet? Je voudrais tout de suite expliquer pour quelles raisons, dans ce titre, je ne parle pas d'éthique mais de morale, puisque, je répète, le sujet qui nous accompagnera, c'est en quoi Tsahal serait-elle l'armée la plus morale du monde? Dans le langage quotidien, il n'y a pas de différence entre morale et éthique, tout le monde pense que c'est éthique, c'est un mot plus noble, plus érudit que moral. Eh bien, notre maître, le Rav Léon Ashkenazi Manitou, a justement bien fait la différence dans une interview qu'il avait accordée à la revue Autrement il y a assez longtemps, qui est publiée dans La Parole et l'Écrit, les 2 tomes que tout le monde connaît, publiés par M. Goldman. Il écrit ceci, pour distinguer la morale de l'éthique. Les philosophes ont souvent l'habitude de jouer sur l'amalgame des 2 termes d'éthique et de morale. On pourrait dire les journalistes aussi. Or, ce que l'on entend par éthique, c'est un certain nombre de règles de droit, un ensemble de règles consensuelles et légales. C'est le corpus, si on pourrait dire, comment dirais-je, de ce qui ferait, si vous voulez, la légalité. Et si on se conforme à la légalité, on est dans l'éthique. Or, il ne faut jamais oublier, donc rappelle Manitou, mais tout ça, ça demande à être approfondi, qu'il y a des règles de droit posées par la Constitution et le système légal de tel ou tel État. Donc il y a d'un côté ça, qui constitue l'éthique juridique du pays, et d'autre part, il existe la morale telle que la définissent les grandes civilisations ou les grandes religions. Donc, si vous voulez, il y aurait donc quelque chose qui serait plus du côté, l'éthique serait plus du côté de la définition légale, et la morale, elle transcenderait le droit de chaque État, et elle toucherait, si vous voulez, l'aspect plutôt civilisationnel. Bon, c'est quelque chose qui demande à être approfondi, je veux bien parce que, disons, en grec, en plus, le terme d'éthique, il est plus extensif, mais bon, en gros, voilà pourquoi, malgré tout, je préfère le mot plus simple de morale au mot d'éthique. En tout cas, dans la recherche universitaire qui est en cours pour moi de doctorat, je parle de morale et pas d'éthique. Alors, la deuxième raison qui fait que j'ai choisi ce sujet, c'est pas une raison journalistique, c'est que c'est un état de fait que notre pays, Israël, est en guerre depuis sa création. La création formelle de l'État d'Israël, c'est 48, mais on était en guerre, disons avant, dès que les Juifs ont recommencé à revenir à Sion, c'était dans un état de guerre. Il suffit de se rappeler les faits, ne serait-ce qu'un roman comme celui de la Tour d'Ezra qui montre bien quel était le climat bien avant la création de l'État. Et pour reprendre le mot que m'avait défini l'ancien ministre de la Défense, qui est maintenant passé dans l'opposition, Moshe Ya'alon, lorsque je l'avais interviewé à 2 reprises, il avait eu cette définition assez intéressante
ce que je lui ai dit, depuis 1948, il y a eu 16 guerres, si on compte pas seulement les grandes guerres connues de 1948, la guerre d'indépendance, je ne vais pas les énumérer toutes, la guerre de 1956, celle de 1973, la guerre de Kippour, la première guerre du Liban, la seconde guerre du Liban, la première guerre d'Irak, la seconde guerre d'Irak, auxquelles il faut ajouter les deux intifadas et demie, et la guerre aussi de l'usure. Donc en fait, ça fait en tout 16 crises militaires pour une durée d'État d'Israël jusqu'à aujourd'hui de 68 ans, un peu plus de 68 ans. Si vous faites une règle de 3, une division, ça veut dire que tous les 4 ans et demi, il y a une épreuve de force en moyenne. Et donc en fait, Moshe Yaalon, c'est pas lui qui a fait ce calcul, c'est moi qui l'ai fait pour le besoin de la cause, mais lui il m'avait dit en fait, pour comprendre, puisqu'on parlait surtout des printemps arabes qui se sont transformés en hiver islamique, avec l'éclatement de l'Irak, de la Syrie autour de nous, etc. Et il disait qu'en fait, il faut bien comprendre que ces 16 moments sont la continuation d'une même guerre, c'est la même guerre d'indépendance qui continue depuis 7 décennies sur des théâtres d'opérations différents, chaque fois dans des conjonctures aussi différentes, sur des théâtres d'opérations changeants, mais c'est la même guerre d'indépendance. C'est-à-dire qu'on n'a pas fini notre guerre d'indépendance. D'ailleurs, les Chachmei Israël contemporains ont une polémique assez intéressante pour savoir si on a déjà fait le gros ou pas le gros de la guerre de Gog et Magog, parce que la guerre de Kippour, ça pourrait être un épisode de la guerre de Gog et Magog contre Israël, puisque ça a été initié par les Russes, qui font partie du monde d'Ésaü, de l'Occident en fait, même si des blocs de l'Est à l'époque. C'est les Russes qui ont, d'ailleurs André Neher l'avait révélé à sa manière, il avait révélé que les Russes avaient donné l'idée aux Arabes d'attaquer le jour de Kippour. Et donc, d'une certaine manière, peu importe, c'est un débat à savoir, parce que c'est la guerre de Gog et Magog, c'est pas mon sujet, mais si vous voulez, en tout cas, les rabbins modernes, les rabbins du courant sioniste religieux, et certains autres aussi, considèrent qu'on a déjà fait une partie, donc c'est la même logique. C'est-à-dire qu'il y a une guerre prolongée qui s'inscrit dans la guerre d'indépendance et la guerre de libération d'Israël. Et puis alors la troisième raison, je crois que c'est la plus importante, qui m'a poussé à approfondir ce sujet, c'est que tout le monde sait que nous vivons depuis fort longtemps dans une atmosphère au niveau de la communauté internationale et des médias de délégitimation, désinformation, de ce qu'on appelle Israel bashing en anglais, de démonisation d'Israël, justement à l'heure du BDS, on en parlait à l'instant. Et donc, dans ce contexte, quand on lit la presse, quand on voit où vont les flèches les plus acérées contre nous, pas étonnant que ce soit Tsahal qui prenne en première ligne, si j'ose dire, la critique des nations, accusée de tous les maux. Et pourquoi cela? D'après moi, il y a 3 raisons. Enfin, là, je ne fais pas l'analyse de fond, c'est l'analyse, disons, superficielle. Il y a 3 raisons qui font que c'est Tsahal, si vous voulez, qui, dans le cadre des attaques générales contre Israël, de l'Israël bashing, qui touche tous les aspects de notre pays, ses dirigeants, sa société, etc., c'est Tsahal qui, quand même, prend le plus. Pourquoi? Premièrement, parce qu'elle est la colonne vertébrale de l'existence d'Israël. Sans Tsahal, il n'y aurait pas d'Israël, c'est le moins qu'on puisse dire. Et deuxièmement, parce que, autre aspect, elle est le creuset très profond de la société israélienne. Et c'est, si vous voulez, je crois que ça c'est plus sérieux. Je vais vous citer ce que disait à ce propos le Premier ministre Netanyahou lors du dernier Yom Ha'atzmaut. Le dernier Yom HaZikaron, la journée de commémoration des soldats et des civils tombés pour que vive Israël, parce que, si vous voulez, ces deux causes, colonne vertébrale de l'existence d'Israël et aussi creuset profond de la société israélienne, ces deux causes qui s'interpénètrent, les nations n'ont toujours pas compris qu'est-ce que c'était un juif debout. Parce que, d'une certaine manière, nos problèmes dans la délégitimation, c'est qu'on reste encore, si on fait un grand zoom arrière par rapport au regard des nations sur le juif qui se défend, c'est quelque chose qui n'est pas encore passé. Je vous raconterai à ce titre l'anecdote que j'avais peut-être citée dans un des cours il y a quelque temps, ici. Alors excusez-moi pour ceux qui l'ont entendu, mais je ne sais pas si je l'ai cité ici ou ailleurs. Cette anecdote, enfin c'est pas une anecdote, c'est quelques lignes qu'avait écrites David Katarivas, qui écrivait dans le journal que je dirigeais, le Jérusalem Post, édition française, pendant la guerre du Golfe, la première guerre du Golfe, en 91. Vous vous souvenez que le ministre des Affaires étrangères allemand, Hans-Dietrich Genscher, était venu à Tel Aviv et à Haïfa
après que les premiers missiles soient tombés sur Tel Aviv et Haïfa, on était en février 1991, et il était venu avec deux énormes chèques qu'il a distribués à la municipalité de Tel Aviv et à la municipalité de Haïfa, un don considérable du gouvernement allemand. Nonobstant le fait que c'était un peu hypocrite, parce que par ailleurs c'était bien l'Allemagne qui avait armé Saddam Hussein, y compris ses armes chimiques, ses grands canons, ses canons à longue portée, etc. Bon, au-delà de ça, tout le monde a été surpris. Qu'est-ce que Qatar avait écrit dans la dernière page du journal que je dirigeais, qui s'appelait Lettres de mon kibbutz, parce que ce monsieur est un ancien diplomate qui avait travaillé justement à l'UNESCO, il représentait Israël à l'UNESCO, et il était retraité à l'époque, et il écrivait beaucoup, et c'était quelqu'un qui faisait une chronique dans ce journal. Il avait écrit l'anecdote suivante. Il dit qu'il était écœuré par le fait... Ah oui, c'est pas con. Il était écœuré par le fait que ce ministre allemand soit venu apporter 2 chèques à 2 villes qui avaient été bombardées, bien qu'il n'y ait pas eu trop de dégâts. On se souvient que ça aurait pu faire beaucoup de dégâts. Et qu'est-ce qu'avait dit Qatar Airways? Qu'est-ce qu'il avait écrit? Il avait dit que ça lui avait rappelé ce mot de François Mauriac, qui disait dans l'un de ses livres cette phrase incroyable: « Certains chrétiens aiment bien les juifs comme leur beefsteak, c'est-à-dire bien saignant. » Et quand donc, bon, c'était un peu, disons, de la polémique de presse, mais si vous voulez, quand même intéressant, c'est qu'il y a, oui, dans la conscience occidentale, il y a une difficulté à concevoir qu'il y ait une armée d'Israël, non seulement qu'elle existe, on peut comprendre, un État ça a une armée, mais qu'elle se défende bien, qu'elle gagne ses guerres, et que surtout, c'est ce que Jean-Daniel disait à sa manière, c'est que parce que nous avons gagné toutes les guerres, et qu'on ne pouvait pas faire autrement, en tout cas les premières grandes épreuves contre les voisins arabes, eh bien c'est ce qui aurait produit l'humiliation des pays arabes. C'est ce qui revient souvent sous la plume de certains éditorialistes. Et donc il y a un problème, si vous voulez, il y a un problème de fond du fait que Tsahal est sur la sellette, parce qu'il y a encore une vision du juif galoutique, d'une société juive qui n'est pas vue avec le même œil que les autres sociétés. Et à ce titre, je voudrais vous lire ce qu'avait justement dit Netanyahou, c'est le même sujet, mais vu sous l'angle cette fois-ci du chef d'un gouvernement d'un État souverain qui s'appelle l'État d'Israël, qui avait dit au dernier Yom Zikaron: « Les temps sont terminés lorsque le peuple juif devait rester passif face à ses ennemis génocidaires. Nous ne sommes plus exposés et dispersés parmi les nations, isolés et restés sans défense. Car nous avons restauré notre souveraineté dans le pays de notre patrie historique, en terre d'Israël. Et ces soldats qui défendent notre patrie font preuve d'un courage sans borne, si bien que pour la première fois depuis 100 générations, nous, le peuple juif, nous pouvons enfin nous défendre nous-mêmes. » Ça paraît être des lieux communs, mais c'est finalement, au-delà, c'est pas Netanyahou qui m'intéresse là-dedans, c'est le fait que oui, il y a certaines vérités qu'il faut rappeler, parce que c'est notre je dirais notre bagage et notre fierté, mais c'est en même temps ce que, quelquefois, sur la scène internationale, on ne comprend pas très bien. D'ailleurs, je ferai une petite digression avant d'aborder le second point, c'est que je ne comprends pas, j'en ai déjà aussi ça parlé, mais là, j'ai peut-être un peu plus de loisir de le faire, je ne comprends pas pourquoi, aussi bien en Israël et même à Jérusalem, dans certaines synagogues, et aussi en Choul, en diaspora, il y a des synagogues où on ne fait ni la prière pour l'État d'Israël, ni la prière pour Tsahal. Des synagogues antisionistes, qui d'ailleurs existent en diaspora, c'est peut-être de la méconnaissance ou pas seulement, et aussi ici en Israël à Jérusalem. Et alors le pire de tout, c'est les synagogues, une de synagogues pas loin d'ici, où je vais de temps en temps, enfin j'allais de temps en temps, je ne vais plus d'ailleurs, on appelle la synagogue de la Chourcha, un peu au-dessus du carrefour des banques, ou une synagogue séfarade, où on fait la prière pour Tsahal, mais pas pour la Médina. C'est ça, exactement. Et ça, c'est un non-sens total. Parce que, enfin je ne vais pas rentrer, c'est pas notre sujet, mais c'est quand même intéressant de savoir que même ce sujet-là, le regard des nations sur nous, qui est biaisé, qui est des fois qui comprend mal, qui réalise mal, etc., il est aussi à l'intérieur du peuple juif. Et comme disait Ben Gurion, on fera peut-être sortir les juifs de la diaspora, mais on aura du mal à faire sortir la diaspora de la tête des juifs. Et donc, si vous voulez, ça, je vais vous raconter ça, pourquoi? Parce qu'une fois à la Chourcha,
J'étais un samedi, j'y vais rarement le samedi, mais j'ai dû y aller un samedi, puis je me suis aperçu qu'ils faisaient la prière de Tsahal et pas de la Médina. C'est très court. Et ce qui déjà, Très court. c'est courant dans les synagogues séfarades. C'est qu'on considère que Tsahal c'est bien, nos petits gars qui nous défendent. C'est la milice, je vais pousser un petit peu avec un effet de loupe, je ne dis pas que tout le monde pense ça, c'est même pas réfléchi, mais il y a quelque chose de tellement diasporique, on considère que Tsahal, c'est la milice du Judenreich. Si vous voulez, c'est ce qui nous permet de nous défendre face aux méchants, et donc on fait la prière pour les bons petits gars qui se dévouent avec un fusil à la main. Mais faire la prière de Tsahal sans faire celle de la Médina, ça n'a aucun sens, il n'y aurait pas de Tsahal s'il n'y avait pas... Il n'y avait pas l'État, il n'y aurait pas l'État s'il n'y avait pas de Tsahal. Mais si vous voulez ne faire que l'un des deux est aberrant. D'ailleurs, rarement on fait la prière de la Médina d'Israël sans faire de Tsahal. Ceux qui font la prière pour l'État font la prière pour Tsahal. Parce que ça paraît logique. Mais par contre, c'est complètement aberrant, évidemment, de ne rien faire. C'est une position très antisioniste qu'on retrouve pas mal en France et dans certaines autres communautés, surtout Haredi. Et ici, dans certaines communautés séfarades, où l'assistance d'ailleurs à des Kippas Rugot, l'assistance de Amcha, l'assistance de notre groupe, c'est vraiment surtout dans ce quartier, c'est pas du tout des Haredi, et ben ils ne se rendent même pas compte que leurs rabbins, qui d'ailleurs appartiennent à une obédience chasse, bien entendu, font la prière pour les soldats, parce qu'il faut bien qu'on se défende. C'est l'autodéfense juive du temps. Hein, l'autodéfense juive du temps de la galoute, quoi, et pas pour la Médina. Et je dois vous dire, épilogue de cette petite anecdote, qu'après cette prière, je suis rendu auprès du Gabbai, qui faisait office de rabbin à l'époque, et je lui ai dit, mais dis-moi, pourquoi pas la prière de la Médina? Mais tu comprends, c'était assez longtemps, c'était un gouvernement sans le chat. Il dit, tu comprends, le gouvernement ne donne pas ce qu'il faut aux religieux, etc. Je lui ai dit, ah, très bien. 6 mois après, il y a un changement de gouvernement, le chasse fait partie du gouvernement, et il ne change pas son habitude. Je suis allé le voir, je lui ai dit, maintenant que le chasse est au gouvernement, tu vas faire la prière pour la Médina. Il ne m'a rien répondu, évidemment. Donc vous voyez ces paradoxes politicards, et qui sont au-delà de la politique politicienne, qui sont en fait liés à une mécompréhension des réalités autour de nous, y compris par des juifs qui ont des responsabilités. Et donc, premier point, l'autre raison, moi j'ai sous les yeux, je parlais de tout à l'heure, je ne vais pas me livrer à l'analyse maintenant, mais l'une des sous-séances que je vous propose dans les semaines qui viennent, j'ai sous les yeux un gros dossier de presse sur le fameux rapport de Breaking the Silence, Lishbor et Shtika, de l'association pacifiste israélienne, qui a fait grand Bataclan, c'est le cas de le dire, balagan dans la presse française il y a à peu près un an et demi, en printemps de 2015, parce qu'ils ont publié un rapport sur les abus de Tsahal à Gaza lors de la dernière opération en 2014. Alors c'est évidemment du pain béni pour la presse et les médias français, et comme je l'ai dit toujours, et je reviendrai là-dessus, ils ont réuni à peu près une cinquantaine de témoignages de soldats. Tous ne sont pas forcément crédibles, mais pour prendre du recul et sans du tout rentrer dans une polémique, quand pendant 50 jours, on envoie 25 000 soldats faire une guerre dans une zone surpeuplée, ce que j'appelle les conflits asymétriques à basse intensité de Tsahal, dans les zones de Gaza, dans les zones surpeuplées palestiniennes, et que en tirant les vers par le nez, on arrive à avoir une cinquantaine de témoignages de bavures ou de... Mais c'est la preuve justement que c'est-à-dire que c'est s'enfoncer eux-mêmes, même si les médias se sont saisis de ça, le Monde de Libération, on ne va pas rentrer dans les affreux articles que j'ai sous les yeux, mais en fait, 50 bavures, 50 jours et 25 000 soldats, la plupart très jeunes, avec des armes de destruction sérieuses, c'est vraiment rien du tout. On fera une séance de comparaison, comment ça se comporte par rapport aux autres armées du monde, avec des théâtres d'opération comparables, parce qu'il faut comparer ce qui est comparable. Eh bien, qu'il y ait, ou alors des inadvertances, ou même des voyous parmi ces jeunes, ça existe, ça. On n'est pas des anges, je veux dire qu'il y a eu 50 bavures. Il cite le cas d'une femme qui était le long de la barrière, enfin la barrière de Gaza, la triple barrière de Gaza, et qui se dirigeait avec des paquets le long des barbelés. Elle a été appelée plusieurs fois par les haut-parleurs, on lui a demandé de s'arrêter. On était en pleine guerre, les missiles tombaient sur elle. Elle ne s'est pas arrêtée, elle a été descendue. Alors c'est regrettable, mais si vous voulez, en pleine guerre, est-ce que c'est un acte sadique de vouloir tuer les civils? Pas vraiment. Et il y a d'autres cas qui sont un peu plus troublants, a priori, mais quand on prend le recul
non pas de la statistique, mais le recul de l'ampleur de cette action militaire et de ce que c'est une guerre, on va voir ça tout à l'heure, eh bien, je ne rentre même pas dans la polémique point par point, c'est-à-dire ce rapport n'a aucun poids, si ce n'est que venant de juifs et d'israéliens, évidemment, il a un poids par définition parce qu'il donne l'eau au moulin de la presse internationale. Alors toujours unilatéral. Et unilatéral, surtout que Tzahal avait proposé, quand il savait que Lisbonne Tachtika faisait une enquête, avait proposé d'étudier les cas avec lui, de l'accompagner, parce que ça pouvait être aussi important pour Tzahal d'ouvrir des commissions d'enquête sur chacune des bavures dont il était question, mais ils ont refusé. Ils ont fait ça parce qu'ils avaient un agenda politique, tout simplement. Ils avaient une commande. Ils ont ONG, oui. Non, oui, mais par exemple, ils reçoivent par exemple la communauté européenne, on a vu, ils donnaient une certaine somme, et donnez-nous 20 cas. Ouais, c'est ça. C'est ça le contrat. Donnez-nous 20 cas précis, et on échange de cette je crois que c'était... il y avait même un pays qui les avait financés en particulier, je ne sais pas si c'est un pays comme la Suède ou la Norvège, et en plus, si vous voulez, ils avaient été effectivement commandités, je crois que c'est important que tu le précises, parce que tout ça c'est aussi de la politique médiatique. Alors, en gros, le contexte, pourquoi choisir ce sujet qui un peu tombe les pieds dans le plat. Il est vrai que j'ai commencé à donner des conférences dans différents endroits, essentiellement jusqu'à maintenant dans la communauté juive, mais je crois que ce sujet, il faudrait qu'il dépasse largement les oreilles juives pour s'adresser à d'autres publics, parce que l'important c'est de mettre les pieds dans le plat là où il le faut. Bon, ça ne dépend pas que de moi, ça dépend de toute une logistique aussi. Alors maintenant, on va parler pendant ces séances, si vous voulez, donc deuxième point, de la notion centrale dans cette réflexion de guerre juste et guerre injuste. Alors je ne vais pas vous donner les critères, parce que ça c'est toute une étude justement à la fois factuelle et juridique assez intéressante, mais le bréviaire, j'allais dire, le guide de cette réflexion, il a été écrit par un sociologue, historien américain, juif américain, qui s'appelle Michael Balzer, qui a écrit un gros pavé traduit en français à la fin des années 90, Guerre juste et guerre injuste, dans lequel justement il fait état de la jurisprudence et il défend la thèse qu'il existe, oui, des guerres justes et d'autres qui le sont moins. Or, il faut savoir que cette notion, qui est pourtant reconnue par le droit international, elle est contestée aujourd'hui par certains pacifistes naïfs et terrés qui considèrent que toutes les guerres sont injustes, et même cet acquis de la jurisprudence, cet acquis de la doctrine, c'est pas seulement la jurisprudence, de la doctrine juridique internationale, elle est aujourd'hui contestée. Mais si vous voulez, ce que je voulais qu'on fasse aujourd'hui plus particulièrement pour nous mettre un peu dans le bain, parce que ça paraît un peu scolaire, mais je pense que c'est essentiel, c'est, si vous voulez, c'est de revenir sur le concept de guerre. Parce qu'avant de parler de guerre juste ou guerre injuste, il faut une petite réflexion sur la guerre, justement. Parce que malheureusement, nous, on est en état de guerre, et on sait ce que c'est. Tout apparaît calme, on est dans l'œil du cyclone par rapport aux pays qui nous entourent, mais on sait qu'en quelques minutes, en quelques jours, tout peut basculer dans la guerre très rapidement. Et on a connu ça. Vous savez d'ailleurs que l'état d'urgence est toujours existant au plan juridique. Et donc on est toujours dans un état de l'arme au pied, c'est le moins qu'on puisse dire. Et voilà ce que dit à ce propos Balzer dans son ouvrage. Aussi longtemps que les guerres ne se joueront pas avec des pions, mais avec des êtres humains, aucun conflit ne peut être dissocié de la morale. Donc dès qu'on pose le problème de la guerre, on pose le problème du respect de certaines règles, de conventions, etc. Comment les politiciens et ceux auxquels ils donnent des ordres, c'est-à-dire les états-majors, respectent ou non les conventions de guerre, c'est un sujet. Bon, la grande règle morale, mais ça on aura le temps d'en parler, c'est la règle de la proportionnalité. C'est pour ça d'ailleurs qu'Israël a toujours été accusé par l'Europe et la communauté internationale d'un usage disproportionné de la force. C'est le mot qui revient sans cesse. Et en fait, dans le concept de la guerre juste, bon, il y a un livre qui a été un autre ouvrage, d'ailleurs un Israélien qui s'appelle Yehuda Meltzer, qui a écrit aux États-Unis un livre en anglais qui s'appelle Les concepts de la guerre juste, dans lequel il définit que l'essentiel, la base de la guerre juste, c'est la proportionnalité qui consiste à adapter les moyens aux fins. On ait des objectifs bien définis et avoir des moyens pour atteindre ces fins limitées. Bien, mais ça, si vous voulez, c'est un peu de la théorie.
Moi, ce que je voulais faire maintenant, si vous voulez, c'est pencher sur un autre aspect. Je ne sais pas, ici, il y a des Israéliens de longue date, certains moins, d'autres des gens qui ont peut-être porté les armes dans les armées de la diaspora, peu importe. Mais pour ceux qui, ici, ont tenu une arme dans leurs mains, c'est-à-dire un moyen de destruction, ça engage, le fait de tenir une arme qui peut donner la mort, ça engage une responsabilité. Une responsabilité, et ça, c'est le poids de la réalité, si vous voulez, de pouvoir être armé et de pouvoir enlever la vie d'une ou plusieurs personnes. Et donc je voudrais nous amener peut-être un peu en guise d'introduction dans ce second point sur une partie de ma recherche que j'ai intitulée « La guerre, c'est l'enfer ». Parce que, je ne suis pas du tout pacifiste, hein, loin de moi, mais si vous voulez, on voit dans l'acquis commun des civilisations, d'ailleurs j'ai amené une statistique ici, que en fait, oui, la plupart de ceux qui ont réfléchi sous différentes latitudes, que ce soit Freud, que ce soit Clausewitz, on citera tout de suite, ou Tolstoï dans son fameux roman de la guerre épée, il y a 90%, donc 9/10 des 360 civilisations humaines qui ont été recensées dans l'histoire, 360 civilisations, 90% de ces 360 civilisations qui ont connu la guerre. C'est-à-dire que la guerre, c'est quelque chose dont on est inévitable, mais qui a complètement marqué, si vous voulez, l'histoire des civilisations. Et le paradoxe veut que, aujourd'hui, surtout depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui a été un carnage, déjà au moment de la Première Guerre mondiale, c'était la première ère de destruction massive, avec des millions de morts. Le cauchemar a commencé, c'est-à-dire que la Première Guerre mondiale a été le banc d'essai de ce qui allait se passer après. Mais paradoxalement, alors que même autour de nous, il y a 300 000 morts en Syrie, il y a 10 000 morts au Yémen, et c'est censé continuer encore une bonne dizaine d'années, ces troubles, d'après la plupart des analystes de la région, ça durera au moins une décennie, cette agitation au Moyen-Orient. Mais paradoxalement, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, statistiquement, les spécialistes de ces problèmes expliquent qu'il y a moins de guerres qu'auparavant, qu'elles durent moins longtemps et qu'elles font moins de victimes. Même si, c'est pour ça que c'est paradoxal, elles touchent de plus en plus les populations civiles, qui sont exposées aux missiles, etc. On le sait. Et donc la guerre, c'est l'enfer, sous quelque civilisation que ce soit. Et je voudrais, à ce titre, faire quelques citations qui sont intéressantes. Le fameux auteur classique, le géostratège, le premier qui a parlé de la guerre, c'est von Clausewitz, qui a, dans son ouvrage paru en 1832, défini ainsi la guerre. La guerre est un acte de violence qui, théoriquement, n'a pas de limite, qui tend vers un emploi extrême des forces en présence et où chacun des adversaires fait la loi de l'autre, ce qui la fait fonctionner selon un principe d'escalade. Bon, ces quelques lignes définissent plein de notions, mais si vous voulez, c'est quand même intéressant. Un principe d'escalade qui vaut, quelle que soit son intensité de la guerre et son théâtre d'opération. Et voici, c'est lui qui justement dira dans son dernier chapitre, la guerre c'est l'enfer, et il dit comme ça, commettre une agression est un crime, mais la guerre d'agression est une activité régie par des règles. Il est juste de résister à une agression, mais cette résistance est soumise à des restrictions morales et légales. Bon, pour ça c'est Clausewitz. Il y a Tolstoï dans son ouvrage de la guerre, il y a 2 tomes, un énorme ouvrage, qui dit, alors vous allez voir c'est un peu surprenant, par rapport justement au sujet qu'on va traiter, c'est pas exactement ni la même armée, ni la même période, mais ça fait partie du patrimoine humain, civilisationnel sur la guerre, qui a marqué l'Europe, la Russie étant plus ou moins aux marges de l'Europe. Qu'est-ce que la guerre, dit-il? Que faut-il pour obtenir le succès de la guerre? Quelles sont les mœurs de la société militaire? Le but, c'est le meurtre. Les moyens, l'espionnage, la trahison, la ruine des habitants, le pillage, la tromperie et le mensonge baptisés ruses de guerre. Les mœurs de la classe militaire, l'absence de liberté, c'est-à-dire la discipline, l'oisiveté, l'ignorance, la cruauté, la débauche, l'ivrognerie. Fin de citation. Alors, ça date, c'est la Russie, c'est l'armée impériale, c'est avant la Révolution. On pourrait tenir la Révolution russe, c'était pas tendre non plus, et Staline encore moins. Mais si vous voulez, le fait est que c'est pas seulement, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas seulement marqué dans une histoire et une géographie, mais c'est une réflexion quand même qui mérite d'être abordée, même si on doit l'écarter, parce que ça n'a pas de rapport a priori forcément avec ce que nous vivons.
Que disait Franklin Delano Roosevelt, qui a été associé à la décision de bombarder Hiroshima à l'issue de la Seconde Guerre mondiale? Il dit ceci dans ses mémoires: « Le visage de la guerre, c'est celui de la mort. La mort fait partie de chaque ordre donné par un dirigeant politique en temps de guerre. » Donc d'où le problème de la responsabilité morale. Et enfin, on ne pouvait pas éviter Freud, Sigmund Freud, qui déjà, justement, dans les premières années, hein, il écrit dans une chronique qui s'appelle « Les actuels sur la guerre et la mort », qui ont été écrites, des lettres, en fait, des analyses qui ont été écrites entre 1914 et 1915, au début de la Première Guerre mondiale, et ça fait partie de ses œuvres complètes. Il écrit ceci: la guerre nous enlève les sédiments de culture récents et fait apparaître en nous l'homme originaire. Elle nous contraint de nouveau à être des héros qui ne peuvent croire à la mort propre, à la mort en soi, si vous voulez. Elle nous désigne les étrangers dont on doit provoquer ou souhaiter la mort. Elle nous conseille de passer outre à la mort des personnes aimées. La guerre, elle, ne se laisse pas abolir. Il dit cette phrase géniale: aussi longtemps que les peuples auront des conditions d'existence si diverses et que leur répulsion mutuelle sera si violente, il y aura nécessairement des guerres. Fin de citation. Alors, Walzer, lui, sur l'origine des guerres, sa définition des guerres est assez intéressante. Là, il parle, parce qu'il a écrit un tome sur guerre juste et injuste, il a écrit aussi un second bouquin plus récent sur le terrorisme, les guerres terroristes, puisqu'on vit une époque où les guerres sur les champs de bataille sont transformées en guerres terroristes, une époque sans précédent. Et il dit ceci: les campagnes terroristes aujourd'hui sont surtout dirigées contre des gens, des ensembles humains, dont l'existence nationale a été radicalement méprisée. Les protestants d'Irlande du Nord, les juifs d'Israël, etc. C'est pourquoi les populations subissant les attaques terroristes peuvent difficilement espérer un compromis avec leurs ennemis. Dans une guerre, le terrorisme est lié à l'exigence de reddition et conditionnelle. De la même façon, il tente à écarter toutes sortes de compromis. Donc il y a une nouvelle définition de la guerre qui serait la guerre terroriste, qui n'est pas celle de deux États avec des raisons d'État, pouvant arriver malgré tout à un compromis. C'est pas toujours facile, on a vu avec ça avec la France et l'Allemagne, mais avec les entités terroristes, c'est encore plus compliqué. Et donc, je voudrais, pour terminer ce second point, oui, j'essaye d'être bref, c'est pas toujours facile, parce que je vais vous lire en vrac, c'est pas du tout le sujet qu'on va aborder, mais je vais vous lire, pour ceux que ça intéresse, qui voudraient avoir une lecture savante et se procurer ce bouquin, je vais faire ce que je faisais quand j'étais en 4e année de droit à la fac et que ça me barbait hautement et que j'avais des examens. Il y a certaines matières que je révisais 3 jours avant en apprenant la table des matières. Et la table des matières, pas que j'étais un cancre du tout, mais ça m'énerve, je faisais autre chose, je faisais de la politique dans les couloirs de la fac, après 68, et alors le côté conservateur des facs de droit m'énervait, et donc il y a certaines matières comme le droit médiéval, etc., que j'ai appris comme ça, mais là c'est pas exactement ça que je fais avec vous, je vais simplement énumérer quelques chapitres de cette réflexion de Walzer qui est vraiment intéressante. Il a une première partie sur la réalité morale de la guerre, donc c'est notre sujet, la théorie de l'agression, où il cite d'ailleurs le dilemme de la guerre des 6 jours, ce qu'il appelle ensuite les conventions de la guerre, avec un chapitre qui s'intitule « Des moyens de la guerre et de l'importance de bien combattre. Utilité, proportionnalité, coercition, responsabilité, etc. » Et puis il y a un autre chapitre, les dilemmes de la guerre, qui nous intéresse plus particulièrement. Vaincre, mais se battre bien. Agression et neutralité. Et surtout, 5e partie qui s'intitule la question de la responsabilité. Et là, on rentre plus au fond des choses, puisque il y a un chapitre qui s'intitule le crime d'agression, dirigeants politiques et citoyens, les responsabilités démocratiques, crimes de guerre, les soldats et leurs officiers, la responsabilité du commandement, et il termine, enfin je passe, parce que un pré-propos, un épilogue inédit, changement de régime et guerre juste, sur les usages justes et injustes de la force. Donc on est au cœur, si vous voulez, et lui, Walzer, il a défini, si vous voulez, le consensus de, c'est pas de la jurisprudence c'est des arrêts, mais le consensus de la doctrine du droit international en la matière. Et si vous voulez, en fait, donc, on fera sans doute dès la fois prochaine une réflexion sur qu'est-ce que ce serait une guerre juste, les critères de la guerre juste, et qu'est-ce que seraient les critères de la guerre injuste. Et dans la foulée, on essaiera d'examiner si
non pas toutes les guerres d'Israël, je ne vais pas passer toutes les guerres d'Israël au crible, je vais prendre les 3 dernières guerres qui ont fait beaucoup parler d'elles, c'est les 3 opérations à Gaza. Est-ce que l'opération de 2012, celle de 2008, 2012 et 2014, comme par hasard, ça se suit très très fortement, parce que c'est la même guerre qui n'a jamais été finie, si chacune de ces opérations était justifiée ou justifiable sur le plan du droit international et de comment Israël a présenté cet argument. Donc ça, si vous voulez, c'est ce qu'on fera, ce qu'on fera plus tard. J'avais oublié dans mon passage en revue, je crois que c'est une des plus belles citations, mais encore plus courte, sur le dilemme moral, et qui touche justement la guerre terroriste. C'est cette phrase que Albert Camus, dans sa fameuse pièce de théâtre publiée en 1950 qui s'appelait Les Justes, met dans la parole de l'un des héros. Je vous rappelle la pièce de Camus sur les Justes, raconte les dilemmes moraux d'un groupe de révolutionnaires anti-tsaristes, d'anarchistes, qui voulaient tuer le tsar parce qu'il était injuste, son régime était injuste, etc. Et qui ont fait les repérages et s'aperçoivent que l'endroit d'où ils veulent jeter leur bombe, et c'est comme on voit dans les dessins animés, la bombe qu'on jette sur le carrosse, qu'à chaque fois qu'il sortait de son palais, c'était pas des boucliers humains du Hamas, hein, c'est que le tsar était souvent accompagné et de sa femme et de ses enfants. Et que donc prendre le risque de vouloir le supprimer, ça signifiait atteindre à la vie de ses enfants. Et donc ces révolutionnaires, là, anarchistes, entre eux, avant de passer à l'action, ont un débat cornélien sur est-ce que pour tuer ce méchant, on peut aussi prendre le risque de tuer ses enfants. Et voilà ce que dit Camus. Enfin, il fait dire à celui qui ne veut pas aller jusqu'au bout, une réplique formidable qui est tout un programme. Même dans la destruction, il y a un ordre, il y a des limites. Et donc, d'ailleurs, c'est celui du problème d'une armée. Quand un État lance une armée avec des objectifs précis et des moyens, c'est la mort, la guerre c'est la mort, c'est l'enfer, mais même là, il y a un ordre, et il y a des limites. Et donc, on essaiera de les examiner si ça vous intéresse. Il y a toutes sortes de... Bon, je vais devoir faire des choses très résumées, parce que on va pas lire des traités de droit, mais c'est bien loin de ça. Mais du point de vue, en tout cas, de l'armée israélienne, j'essaierai de voir comment c'est ou non conformé à ses limites, à ses critères. Il y en a 7 ou 8, au moins des critères de la guerre juste. Est-ce que Israël a, de manière très objective, a ou non respecté ces critères? Enfin, le troisième point. On peut poser des questions oui, non, je finis là. Dans 5 minutes, je finis. On va pouvoir questionner, puisque vous voyez, je suis en avance sur l'heure. Donc, il y aura, contrairement à ce que j'avais souvent fait l'an dernier, il y aura place à ces questions. Je préfère finir. Alors, justement, question. Peut-être que ce n'est pas les vôtres, mais c'est mon troisième point. Quelle question va soulever au travers de ce parcours de 5 à 6 séances qui seront donc l'attitude de Tsahal dans les guerres asymétriques. Je ne vais pas traiter, sauf si vous me le demandez, je ne vais pas traiter la justification de la guerre de Kippour, de la guerre des 6 jours ou de la guerre du Liban. Encore que la guerre du Liban, les 2 guerres du Liban sont à la limite de la guerre antiterroriste, c'est une guerre antiterroriste. Mais disons, je vais prendre pour exemple, même si on pourra parler de tout en fait, les 3 dernières guerres de Gaza. Alors quel genre donc de questions on va répondre? Justement, la première, c'est celle, quelle distinction y aurait-il? Est-ce qu'on peut établir une distinction entre guerre juste et guerre injuste? Que disent le droit de la guerre et la jurisprudence internationale en la matière? Et il y a une partie très importante, qui alors là, d'ailleurs, c'est la partie la plus indigeste pour mon futur jury de Paris 8, qui est Saint-Denis, qui est la jungle non pas afro-asiatique, mais afro-musulmane, où à l'Institut hébraïque, il existe comme un petit village gaulois qui est tenu par un homme moustachu que vous connaissez tous, dont vous connaissez tous la voix, qui s'appelle Gidon Kutz, qui est le directeur de l'Institut des études hébraïques et qui est le journaliste correspondant de Comme Israël. Et lui, à mon grand étonnement, il y a 2 ans et demi, quand je suis allé voir, a accepté d'être mon directeur de thèse dans cette jungle et de m'accompagner jusqu'à la présentation devant un jury dont on se demande comment il va pouvoir se tenir. Mais enfin bon, je dis ça pourquoi? Parce que mon collègue et ami, vous connaissez, certains d'entre vous le connaissent, Henri Cohen-Solal, qui est socio-psychologue. Il fait un travail énorme à Jérusalem depuis des années avec Baïtram, la réinsertion des enfants en perdance, etc. Il fait un travail, en fait c'est un socio-psychanalyste. Eh bien il a présenté une thèse à Paris 8
sur des sujets beaucoup moins sensibles que le mien, sur des sujets de réflexion, de thérapie, etc. Et le jour, parce qu'il était israélien, le jour où il a présenté sa thèse, c'était il y a 6 mois, 8 mois, eh bien, le jury, sur 5 membres, 3 ont refusé de venir et ont boycotté une séance qui avait été prévue parce qu'il était israélien. Alors, je ne sais pas ce qui m'attend, mais enfin bon, sur un sujet en plus, alors vraiment, ça ne peut pas être pire. Mais peu importe. Et alors, quelle est la partie, disais-je, quelle est la question, une autre question à laquelle je consacrerai d'ailleurs une séance, parce que ça vaut vraiment la peine d'ouvrir, justement, j'ai amené, vous voyez, plusieurs bouquins. Il y a des bouquins généraux, Elie Barnavi a écrit 10 thèses sur la guerre, il y a un que sais-je sur la guerre, il y a Trotsky, qu'on ne peut pas oublier, qui écrit leur morale est la nôtre, et ce n'est pas vraiment une morale. Il y a Walter Benjamin, critique de la violence, et à part Michael Walzer, et évidemment, le clou de tout ça, ce sont les apports éthiques, ou plutôt moraux, si je puis dire, de l'héritage biblique et talmudique sur la manière de mener la guerre. Et donc, parce que ça, c'est ce qui fait la spécificité de mon étude. Moi, je ne suis pas allé faire ça pour faire, disons, de la polémique à fleur et moucheté ou non moucheté avec les gens de Paris 8, mais c'est parce que, si vous voulez, il y a dans le corpus du Tanakh, et surtout des Chamisha Chumshe Torah, des 5 livres de la Torah, le Pentateuque, comme on dit en grec, et aussi et surtout dans la Mishnah, dans le Talmud et dans le droit talmudique moderne, interprété par les rabbins d'aujourd'hui, il y a non seulement une définition morale de ce qu'est par exemple le siège d'une ville, de comment, à quelle limite un soldat peut-il dépasser, etc. Et aussi sur les manières de mener la guerre. Et il y a par exemple, grâce à nos amis Passantin qui sont là, lorsque je leur ai parlé de cette étude que j'ai entreprise il y a presque 2 ans, eh bien, ils m'ont amené l'un des ouvrages du fameux Rav, qui était ce qu'on appelle le Rav Arashi de Tzahal. J'ai horreur de dire, comme on dit dans la presse francophone, l'aumônier de Tzahal. Il n'est pas aumônier, il est Rav Arashi, il est Rav, le chef disons, des rabbins de Tzahal. Il a écrit plusieurs tomes qui s'appellent Meshiv Milchama, c'est-à-dire les questions et réponses sur la guerre. Comment l'État... Quel Rav Rashi? Tu n'as pas cité son nom? Rav Shlomo Gorem, pardon. Le Rav, oui, je n'ai pas terminé. Le Rav Shlomo Gorem, qui était le Rav Rashi de Tzahal pendant la guerre des 6 jours, à l'époque de la guerre des 6 jours, et qui n'est pas le seul d'ailleurs, parce qu'il y a d'autres décisionnaires qui ont écrit des traités sur, par exemple, quelles sont les règles de Derer Eretz liées à la Torah, que l'armée juive doit observer lorsqu'elle, non pas seulement elle fait siège d'une ville, mais lorsqu'elle elle prend le contrôle d'un territoire étranger dans lequel ou sur lequel vit une population ennemie. Comment se comporter? Et il y a des règles, il y a des dynimes, ce qui est le plus extraordinaire. Et c'est d'ailleurs, entre parenthèses soit faite, je m'en souviendrai toujours, avant de faire mon alia, j'avais eu l'opportunité d'accueillir avec mon épouse chez nous à l'époque à Aix-en-Provence, on était de passage quelques années, le Rav Zuckerman, qui est un des raves francophones du courant sioniste religieux. Et le lendemain, comme j'étais déjà un journaliste à l'époque, on était en 83, 84, il allait à Marseille dans une yeshiva. Il avait été accepté, ce qui est très rare pour un rabbin sioniste religieux, que ce rave-là vienne faire un cours de Gemara dans une yeshiva très très orthodoxe. Et je l'ai accompagné, et j'ai écarquillé les yeux, parce qu'il s'est renseigné sur le DAF de Gemara où en étaient les gosses, de leur étude quotidienne de la Gemara. Et donc, comme lui, c'était un Talmid Chacham, tout de suite, il a pu intervenir. Et il est intervenu sur quoi? C'était la Gemara Shabbat. Et il est intervenu sur le Pikuar Nefesh, c'est-à-dire le principe qui veut que quand, comme la Torah a été donnée pour la vie et pas pour la mort, que quand le Shabbat est là, et que par contre il y a une femme qui doit accoucher, ou quelqu'un qui est très mal en point, qui peut avoir une crise cardiaque, bien sûr qu'on prend une voiture, bien sûr qu'on appelle une ambulance, il y a des mini-règles qu'il faut respecter, etc. Mais on ne reste pas à attendre la fin du Shabbat, tout le monde le sait ça. Et alors il a commencé à parler de ça, et ce qui était formidable, c'est pour ça que j'ai voulu montrer ce bouquin, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que la Torah d'Eretz Israël, la Torah
notamment portant sur le droit de la guerre ou les attitudes à avoir pendant les attitudes morales, les attitudes de dinim, c'est pas seulement de la morale, c'est des attitudes, les fi halacha, selon la loi juive, à adopter dans certaines circonstances de conflit. Il en a parlé directement parce qu'il a expliqué que la différence entre la Torah, il a fait du sionisme pur adapté au terrain. Il a dit la différence entre ce que vous étudiez, vous, le Picor Nefesh, le cas classique du Shabbat, des malades, etc. Les jeunes d'Israël qui l'étudient comme vous dans la même Gemara, eux, ils le vivent sur le terrain. Ils le vivent quand ils sont soldats. Par exemple, quand dans une guerre où il y a eu un affrontement très 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 sérieux, certains soldats sont tombés, on ne sait pas s'ils sont blessés ou morts. Est-ce qu'on doit prendre un risque, c'est-à-dire se mettre en danger, Pikoar Nefesh, pour aller chercher ce qui pourrait n'être que des corps? Et d'ailleurs, il y a une mitzvah. Est-ce qu'il y a une mitzvah aussi de prendre des risques pour ramener un corps inerte? Ou est-ce qu'on prend aussi ce risque quand il y a un doute, etc. Il a commencé à rentrer dans un pile-poule, si vous voulez, passionnante, que les gosses étaient à des kilomètres de pouvoir imaginer, parce que pour eux, le Picor Nefesh, c'était des règles concernant quelqu'un de malade à la maison qui devait aller à l'hôpital. Or, il était en train de démontrer que la Torah d'Israël, c'est une Torah vivante, c'est une Torah d'un peuple revenu sur sa terre qui se pose des problèmes de halakha dans le vif du sujet, qui doit trancher dans les réalités, par exemple, d'une guerre, et qui n'a rien à voir avec ces cas de figure très théoriques de la Torah et du Talmud autour de Marseille. Alors, voilà d'autres questions auxquelles on répondra. Israël a-t-il respecté donc, le droit de la guerre dans les conventions internationales en 2008, 2012 et 2014 à Gaza? Quels sont les dilemmes moraux auxquels sont confrontés sur le terrain les soldats de Tsahal? Je raconte toujours cette petite anecdote que je vais bientôt terminer. Une fois j'avais abordé ce sujet-là, vous voyez, qui est très très profond. J'avais fait une conférence à Eilat, un soir, le 31 décembre, parce que les francophones d'Ashdod avaient réuni des touristes juifs français et les gens de leur ville, et ils m'ont un sujet. J'ai proposé ce sujet-là. Ils m'ont dit d'accord, mais il faut amener un officier de Tsahal qui raconte son expérience. On a trouvé un jeune francophone grâce à Dover Tsahal, qui n'est ni plus ni moins, je l'ai appris que le soir même, par hasard. Il est le fils, il s'appelle Nathaël Lombroso, il est le fils de la pharmacienne de la rue Bethléem. C'est un officier. Il avait aussi parlé au premier. Oui, il avait parlé chez vous. Très bien, c'est parce que c'est par comment elle s'appelle, Marilyn l'a fait venir parce qu'elle savait que je lui avais raconté ça. Et Nathanaël, qui avait à l'époque 24 ans, il était seulement depuis 10-12 ans en Israël, il n'est même pas né ici. Il est arrivé en uniforme, parce que c'est un officier, il sortait de sa base juste pendant une heure pour venir là-bas, enfin une heure ou deux, avec un chauffeur qu'il avait amené. Et il a parlé de son expérience il est colonel de parachutistes. Et il avait mené un groupe de jeunes recrues de Tsahal, montés pour la première fois au feu à Gaza pendant l'opération Tzuk Eitan. Et on était d'ailleurs, ça s'était passé pendant l'été, on était à la fin 2014. Ça fait 2 ans. Et il a raconté des tas de choses. Et alors il y a eu un mot que je raconte que ça parce que c'était tellement intéressant qu'il faudra un jour faire une soirée où peut-être on pourra lui demander de redonner des explications. C'était absolument passionnant. Il avait, comme tous nos enfants, même s'il était né en France, il avait un accent israélien à couper au couteau. Il parlait assez bien français encore. Et il a raconté comment la plupart de ces jeunes recrues avaient fini les classes, mais pour la plupart d'entre elles, c'était la première fois qu'ils montaient au feu. Et quel feu? Le feu de la guerre de Gaza. Et ils étaient donc assez traumatisés après les premières heures de combat. Ils avaient pris du temps le soir ou dans la relève des factions pour pouvoir faire des brainstorming, de pouvoir faire par des émotions, etc. Il y avait tout un aspect, un accompagnement psychologique qui était indispensable pour de jeunes recrues. Et alors, dans une des expressions, pour vous dire, il a obtenu un succès d'estime incroyable, c'était passionnant ce qu'il disait, surtout après, moi j'étais très théorique, puis tout d'un coup il y avait quelqu'un en uniforme qui racontait le concret. Et alors, en plus avec un accent très israélien, on aurait dit un sabra.
Et en plus, il payait pas de mine, c'était pas une carrure, c'est un petit gars bien musclé, bien petit comme ça, mais très énergique. Et il a dit la chose suivante, et à un moment, une femme est venue me voir, d'ailleurs après, il a dû partir. Quand il est parti, tout le monde s'est levé, a fait une standing ovation. Et une femme est venue me voir les larmes aux yeux à la fin de la conférence, elle m'a dit, j'ai craqué quand il a dit que ces 100 soldats dont il avait la responsabilité, c'était des gosses de 18-20 ans, qu'il fallait briefer, etc. Mais elle a dit, mais lui, il avait 24 ans, c'était pas un gosse, lui, officier de Tsahal, il était un adulte mûr qui s'occupait de réactions psychologiques et psychiques de ce qu'il appelait les enfants. Et elle me dit, mais c'est-à-dire que les Juifs de France, enfin les gens qui étaient venus de France et qui voyaient ça étaient assez stupéfaits, évidemment. C'est des réalités que nous on connaît, nous Israéliens, que nos enfants sont mûrs et mûrissent dans Tsahal, mais c'est pas le cas de... Et mûrissent par justement des prises de responsabilité. Alors, d'autres questions, bon, on analysera un peu plus l'argumentation fallacieuse de Shever Ishbor et Chika. Chika, j'ai fait un lapsus parce que c'est le nom de ma chatte, alors bon, je pourrais tout mélanger. À chaque fois que ça les Havdil. Les Havdil, ça me guette au tournant. Et puis, il y a un autre aspect qu'on abordera qui est assez passionnant et assez inquiétant aussi. C'est un phénomène extrêmement ambigu, d'un côté positif, mais d'un autre côté dangereux. C'est le phénomène, je vais employer le mot barbare qu'on utilise, il n'y en a pas d'autre, de judiciarisation du champ de bataille israélien. C'est-à-dire que sous l'effet d'une certaine mentalité très juridique, d'une guerre politique qui a lieu dans les rangs de Tsahal, entre des gens de droite et des gens de gauche, etc., il y a de toute manière dans les faits quelque chose qui a été installé dans la hiérarchie militaire, c'est la présence d'officiers, de conseillers juridiques à tous les niveaux de décision, y compris quand l'état-major prend ses décisions, y compris quand le gouvernement prend ses décisions, y compris quand l'ordre de feu est donné sur le terrain. À tous les niveaux, il y a des conseillers juridiques et Tsahal est encadré par une gaine, si vous voulez, d'un corpus de conseillers juridiques à tous les niveaux, qui sont à la fois garants de sa légalité eu égard au droit international, mais qui sont en même temps dans les moments difficiles assez sujets à discussion. Je me souviendrai toujours, j'avais fait cette conférence sur ce sujet en 1 heure, 1 heure et demie, en essayant de parler de tout, devant un auditoire à Tel Aviv, dans un café internet, avec le club que vous connaissez de Goldstein, Vadrouille, les randonneurs de Vadrouille. Il y avait du monde dans ce café, et il y avait un monsieur qui, depuis le début de la conférence, un monsieur, une belle tête, c'était plutôt à la Kessel qu'à la Ben Gurion, un monsieur qui avait plus de 80 ans, visiblement, une chevelure abondante, et il me regardait passionnément. Et puis à la fin, il était le premier à prendre la parole. Il m'a dit, écoutez, votre conférence était passionnante, d'accord, mais si on avait appliqué, parce qu'il était combattant de la guerre de 48, si en 48 on avait appliqué le 10e seulement de ce dont vous parlez, eh ben on ne serait pas là en train de parler de ce sujet-là à 100 mètres de la plage de Tel Aviv. Et en fait, ça ne veut pas dire, c'est pas une réponse démagogique, c'est pas un exemple démagogique, mais c'est que, si vous voulez, il y a, par rapport au fait que nous menons des guerres d'existence, des guerres, le fameux mot de Golda Meir qui a dit que la différence entre les pays arabes et Israël, c'est qu'Israël ne peut pas se permettre de perdre une seule guerre. C'est que nous menons des guerres d'existence qui font que, du dedans de ces guerres, respecter la morale et le droit international, c'est pas du tout évident. C'est-à-dire, et ça suppose peut-être tout ce système de judiciarisation dont on posera la question de savoir si... La plupart des gens sont gauchistes d'ailleurs. Oui, d'ailleurs c'est l'histoire, on parlera du fameux sujet de du Azaria, voilà. Comment il l'appelle Chayal Ayore. Ah voilà, à Chayal Ayore, le soldat qui tire. Le soldat qui tire, je dirais. Oui. C'est un sujet, Alors, et donc on verra, autre question, il y aurait donc une responsabilité du soldat qui prend ses décisions sur le terrain, et aussi une responsabilité du commandement de l'état-major qui a ses objectifs et qui dévolue des moyens aux objectifs macro d'une guerre, et qui donne des ordres en conséquence. D'autres questions, c'est un autre sujet qui a été abordé, dont j'ai déjà parlé plus ou moins dans un livre de Gérard Rabinovitch, qui est quand même lié à notre sujet, c'est le problème, puisqu'on parle de guerre terroriste, c'est le problème de la confusion mentale et la confusion sémantique qui existe aujourd'hui en Europe. L'Europe qui est complètement balayée par le terrorisme, lui il parle d'une confusion lexicale entre terrorisme et résistance.
Parce que dans la lecture que donne la société européenne et occidentale de ça, c'est que le terroriste de l'un, c'est le résistant de l'autre. Et donc c'est deux termes réversibles. Alors que c'est la thèse que lui, il soutient, terrorisme, c'est une chose, et résistance, c'en est une autre. L'esprit de la résistance, c'est pas parce qu'on a des armes et qu'on est en civil qu'on est un terroriste. Ce que les Allemands disaient à propos de la résistance française. Donc il y a une réflexion aussi à mener là-dessus. Et il y aura une autre question à se poser, qui est venue à mon esprit dans cette enquête, parce que j'ignorais que c'était le cas, lorsque j'ai rencontré à la fois l'auteur du code éthique de Tzahal dont on parlera, le fameux professeur Assa Kacher, qui est d'ailleurs le petit-fils du grand Rav Kacher, et professeur qui est jugé par les uns assez gauchistes, par les autres plutôt juristes, etc. Enfin, j'ai rencontré à plusieurs reprises, c'était assez intéressant. Il m'a dit qu'il était invité, à titre personnel, en tant qu'expert israélien, il a été invité dans toutes les grandes écoles de l'OTAN, des armées des pays de l'OTAN, pour faire, parce que les décisionnaires dans les armées savent que l'armée israélienne observe un code éthique et qu'elle a de hauts standards éthiques dans des terrains extrêmement délicats. Et ils le savent. Alors c'est déjà un contraste avec ce qui se dit dans les médias, ou ce que disent les politiques. Et il m'a expliqué qu'il allait donc donner des conférences sur l'expérience israélienne en matière de morale dans les guerres asymétriques. Alors la question qu'on peut se poser, c'est comment se fait-il que d'un côté les experts, les élites savent que nous sommes experts en avance de beaucoup de longueur par rapport aux autres pays dans ce domaine, et que par ailleurs on est lynché, diabolisé. Alors il y a des réponses à ça, sur ce décalage, je ne vais pas les donner maintenant, voilà les questions qu'on va aborder. J'ai fini. 1 heure pile de parole. Je voulais poser la question suivante. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des visionnaires en Europe qui ont décidé de créer une instance supranationale parce que leur analyse était que c'est la nation qui est fauteur de guerre. C'est la nation qui est responsable de la Première Guerre mondiale, on en voulait que ce soit la dernière. La notion de nation. La nation par elle-même. Et juste à ce moment-là, quand ils ont créé cette structure qui est l'Europe, qui est une structure quand même supranationale, à peu près au même moment, se crée Israël. Se crée l'État d'Israël, qui est vraiment une vraie nation, à la différence des pays autour, sauf l'Égypte, qui ne sont pas des vraies nations. Et on a l'impression que l'histoire d'Israël vient conforter leur thèse, puisque depuis, comme vous l'avez dit justement tout à l'heure, depuis qu'Israël a été créé, on n'arrête pas de faire la guerre. Et le pire, c'est qu'Israël continue à exister en tant que nation au Proche-Orient, mais est-ce que ça ne vient pas alimenter quelque part aussi la haine que les Européens vouent à l'État d'Israël? Tout à fait, je cite souvent ce livre dont je vous ai abreuvé de passages, qui s'appelle Les penchants criminels de l'Europe démocratique, écrit par Jean-Claude Milner, où il explique en substance que justement le télescopage médiatique et politique sur la scène internationale entre Israël et l'Europe, et on peut dire l'Occident, mais surtout l'Europe, tient aux valeurs antithétiques en Israël et des valeurs émergentes en Europe. Et l'une de ces valeurs, c'est justement la défense de la frontière, la défense du drapeau, une jeunesse mobilisée pour défendre des frontières pas encore reconnues. D'ailleurs, Israël est le seul État qui a été créé dans le mouvement de l'accession à l'indépendance de tous ces États d'Afrique et d'Asie, et d'ailleurs après la Seconde Guerre mondiale. C'est le seul État, peut-être à part le Tibet, j'en sais rien, dont les frontières ne sont pas reconnues. Et donc en fait, oui, tout à fait, c'est-à-dire que notre marche, notre retour, nous avons été toujours un peuple-nation, et le paradoxe a voulu que même lorsque nous étions en exil, nous sommes restés un peuple en devenir de nation. On n'avait plus les attributs de la nation, on n'avait plus de souveraineté, plus de territoire, plus d'institutions nationales. Mais on est resté un... Je rappelle une chose, c'est que les Français, au XVIIe siècle, appelaient les Juifs de Bordeaux la nation juive de Bordeaux. Intéressant. Nation portugaise. Vous avez raison. Bon, c'est-à-dire que, oui, d'ailleurs, mieux que ça, quand il y a cette fameuse phrase de Jean-Jacques Rousseau, que j'ai d'ailleurs citée à l'exergue de mon projet de thèse, je vais vous la lire, je crois qu'elle est là, cette thèse formidable qui rejoint, parce que c'est à la même époque des Lumières, qui disait ceci:
Il disait ceci, jusqu'à plus ample informé, je cite de tête parce que je ne crois pas que j'ai le document ici. Jusqu'à plus informé, le Messie dont parlent les talmudistes d'Amsterdam n'est pas Jésus-Christ. Or, nous n'aurons de cesse de ne rien comprendre aux Juifs tant qu'ils n'auront pas enfin leur État souverain et des universités pour s'adresser à nous et nous expliquer ce qu'ils veulent. Parce qu'en gros, Rousseau, il a posé la question. Et il a compris qu'il y avait un devenir juif, puisqu'il dirait, enfin, un devenir potentiel. Quand ils auront un État et des universités, ils pourront enfin s'adresser à eux. Le malheur, c'est que depuis, comme dirait Trigano, depuis 1948, on a un État assez valable, avec ses manques et ses problèmes, et ses injustices, mais on a des universités, pas mal, mais que dans ces universités, on s'adresse très peu, sauf peut-être dans le domaine scientifique et high-tech et autres, mais on s'adresse très peu au niveau des sciences humaines, on ne répond pas encore à la question de Rousseau, ça viendra peut-être, mais bon. En tout cas, pour revenir à ce qu'on disait, oui, le fait que nous soyons redevenus un peuple-nation sur sa terre, avec la nécessité, comme vous le disiez, de défendre des frontières, c'est antithétique, ça télescope complètement la mentalité européenne, supranationale. Le fait que depuis, après 48, enfin, un moment, à cette époque-là, ils ont créé comment ça s'appelait, avant la CE, c'était non, avant c'était le charbon acier. Le pôle charbon c'est ça. La CECA. Après, il y a eu l'Europe des 6, des 5 et des 6. Après, il y a maintenant l'Union européenne. Bref, la marche vers la supranationalité, c'est véritablement ce qui explique, Milner le montre très bien, ce qui explique que c'est une des valeurs majeures antinomiques par rapport aux valeurs d'Israël. Oui, mais je ferai remarquer une chose, je m'excuse de vous interrompre, que malgré cette supranationalité, on voit en Europe que la régionalité, les différentes identités ne renoncent pas. Par exemple, je parle des Barcelone, je parle des Basques, je parle des Flamands. Mais vous avez raison, parce que c'est un phénomène dialectique. Plus on a voulu faire monter la barre de la supranationalité, oui, c'est ça, avec une bureaucratie européenne insupportable et des consignes qui quelquefois ne passaient pas, et plus ça a créé un réveil régional. exactement. Et c'est un phénomène dialectique, mais c'était lié, si vous voulez. Mais c'est un phénomène régional, c'est le retour aux sources, aux racines, pas aux nations, c'est le retour aux ethnies. C'est un peu différent. On est là dans des nuances qu'il faudra analyser plus autrement. Oui. Oui, il me semble qu'il y a un facteur dont vous ne tenez pas compte vis-à-vis de l'Europe. C'est qu'il y a une hésitation à propos des Juifs, si c'est un peuple ou si c'est une religion, et pas seulement en Europe. La thèse des Arabes, c'est que les Juifs n'ont pas besoin d'un État parce que c'est une religion. C'est quand même un élément important. Bien entendu. Ils ont déjà tranché, les Européens. Pour eux, on n'est plus un peuple. Même les Juifs, vous demandez aux Juifs en Europe, est-ce que vous êtes juif français ou français juif? Ils disent, on est français. Religion juive. Pour eux, c'est déjà clair. C'est poserait plus la question. Futur d'IMI. Oui, mais il ne faut pas oublier que c'est ça. Israélien, on a l'impression qu'on se pose la question différemment, mais eux, ils se posent plus la question depuis 200 ans, ils sont plus. Mais pour aller dans votre sens, la charte de l'OLP, comme celle du Hamas, on nous présente toujours l'OLP, enfin en tout cas l'autorité palestinienne qui s'est constituée autour de l'OLP comme étant modérée par rapport au Hamas. Or, ces deux chartes disent explicitement dans les termes quasiment identiques que les Juifs ne constituent pas un peuple, mais une religion du livre. Et les deux le disent dans les mots. Donc, en fait, cette thèse, elle a été complètement bien marketée par des Européens. Et le fait est que ça fait partie, si vous voulez, justement, des raisons qui font qu'ils considèrent que, c'est ce que je disais dans mon introduction, c'est le fait qu'aujourd'hui, alors que nous avons fait notre alia, en ce qui nous concerne, il y a 31 ans, en 85, à l'époque, il y avait 23% des Juifs qui vivaient en Israël. Aujourd'hui, nous sommes autour de la moitié, un peu plus, un peu moins, ça dépend du million de Juifs américains qui fait litige, savoir si c'est le million de Juifs convertis sont vraiment des Juifs. Bon, peu importe. De toute manière, ce n'est pas une question de décimale. Mais le fait est qu'on s'achemine vers le fait que la majorité du peuple juif soit maintenant en Israël. Eh bien, non seulement ça va emporter des décisions, etc., mais si vous voulez, c'est proprement, non pas insupportable, mais qu'on pouvait toujours discuter sur le petit îlot israélien quand on n'était qu'un cinquième ou un quart du peuple juif. Maintenant, la majorité, et demain les 2/3 du peuple juif vont être en Israël, le débat est tranché, nous sommes une nation, et donc ça augmente les antagonismes avec l'Europe, et ça ne fera que s'accentuer, ces antagonismes.
Vous avez dit tout à l'heure que les anti-guerres, vous n'avez pas la distinction entre les guerres justes et les guerres injustes, ils étaient contre toutes les guerres. Enfin, tout était injuste. Est-ce que c'est vraiment comme ça, disons? Est-ce que quand il y a un État du tiers-monde qui s'attaque à un impérialisme, entre guillemets, est-ce qu'ils sont contre ou... Mais si vous voulez, il y a toutes sortes de... Il faudrait utiliser un lexique approfondi, parce que, si vous voulez, ils ne considèrent pas que c'est une guerre, c'est une rébellion, c'est une révolte, c'est une révolution. Bon, ça passe par des actes de guerre, mais si vous voulez, c'est une entité qui veut libérer le pays de la colonisation. Donc, entre guillemets, ça peut être pris comme ça. Maintenant, on pourrait aussi... C'est important cette question, parce qu'il y a toutes sortes de variables. La guerre d'Algérie, à laquelle on a été confronté à la fois dans notre histoire et en tant que pays, la France, etc. On a cru la gauche française, la gauche européenne a fait passer la guerre d'Algérie pour une guerre de décolonisation de gens qui avaient été occupés par les colons français et qui voulaient se délivrer de cette tutelle. Et donc, ça a justifié les fameux porteurs de valises, les communistes qui se couchaient sur les voies pour empêcher que le contingent soit recruté pour aller faire la guerre en Algérie, etc. Toute une page de l'histoire politique française. Et en fait, il y a aujourd'hui une thèse qui mérite d'être... peut-être qu'on pourrait aussi faire une soirée, mais il faut avoir de la patience. Le cinéaste judéo-algérien Jean-Pierre Liédo, qui a vécu en Algérie jusqu'en 1993, qui est un cinéaste de films documentaires, a montré dans un film qui s'appelle Algérie, histoire à ne pas dire, a démontré avec des témoignages un peu sur le mode de Claude Lanzmann sur Shoah, en refaisant venir des gens de notre génération traumatisés par les événements qu'ils avaient vécus 50 ans auparavant. Eh bien, il a démontré la thèse, de manière assez sérieuse, que la guerre d'Algérie, c'était pas, comme on l'a cru dans les colonnes du Monde et d'ailleurs, une guerre d'indépendance, une guerre anticolonialiste, c'était une guerre d'épuration ethnique musulmane. Car dès les années 50, dans les premiers massacres anti-pieds noirs, et aussi contre les Arabes qui collaboraient avec les Français, entre guillemets, qui travaillaient avec les Français, eh bien, les gens du FNL, ils ne disaient pas Algérie algérienne, ils disaient Allahu Akbar. Ça, c'est entendu. Le massacre de Philippeville, dont vous allez me rappeler la date, c'était à la fin des années 50. Le massacre de Philippeville, où il y a eu à peu près 150 personnes qui ont été égorgées autour de Philippeville, dans les petites fermes qu'il y avait autour, était commis par un groupe d'une centaine de types du FNL qui sont venus des montagnes, qui ont, pendant la première partie de la journée, ont fait le tour des fermes pour appeler les Arabes qui travaillaient avec les Français à les suivre, et ils ont fait un second tour. Ceux qui ne les ont pas suivis, ils étaient 100 au départ, ils se sont trouvés 1000 quand même, donc on les a suivis. Et qu'est-ce qu'ils disaient? Quel était le slogan? Allah ou Akbar. Et ils ont égorgé et les Français et les Arabes qui étaient restés, qui n'avaient pas voulu les rejoindre. Il y a des témoignages stupéfiants. Il y a d'autres témoignages qui montrent que la guerre d'Algérie, malgré le fait qu'elle a été vendue, présentée et vécue comme une guerre de décolonisation, c'était aussi une guerre d'épuration ethnique islamique. D'ailleurs, Ben Bella, je citais ce fameux mot du premier président algérien qui est, après le référendum, après les accords d'Évian, l'acceptation par la France, qui est ramené dans un avion de Genève où il était en exil à Alger, triomphant, et qui, après une longue interview accordée à Politique Internationale, une revue d'ailleurs avec laquelle il m'invite de collaborer, elle existait à l'époque, elle existe toujours, il dit ceci, quand le journaliste à la fin lui dit « Mais enfin, vous avez lancé un appel, enfin le FNL a lancé un appel aux Juifs et aux chrétiens français pour qu'ils restent en tant qu'Algériens. » Et finalement, cet appel a eu très peu de répondants, on sentait que c'était un appel pour la forme. Et puis il développe l'idée de la place de l'islam dans l'insurrection algérienne, et il dit ceci: nous les Arabes, et reprend la fin, nous les musulmans, nous ne pouvons exister que si l'autre n'existe pas. Il le dit tel quel. Je ne peux pas hérisser les cheveux des Lévinas sur la tête, mais pas seulement, il dit cette phrase. Et donc, si vous voulez, bon, là j'ai fait une digression. Est-ce que c'est une guerre? Qu'est-ce que c'est qu'une guerre anticoloniale? Est-ce que c'est vraiment une guerre? Est-ce que c'est autre chose? Il y a évidemment... Il faut savoir définir le sujet. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que cette dynamique que vous avez relevée, c'est que dans la mesure où, si on écoute les dirigeants israéliens, même modérés comme ce général Yalon,
qui dit qu'on a, il a dit dans cette interview qu'on restera longtemps encore l'arme au pied. Il faut voir évidemment autour de nous ce qui se passe et l'état de développement je dirais, des civilisations autour de nous. Il y a un décalage, c'est pas un conflit territorial qu'on a, c'est un conflit de civilisation, c'est un conflit de décalage total. Et donc ce conflit va provoquer le fait qu'on devra se défendre. Et se défendre, ça signifie faire des guerres, et donc c'est pas populaire en Europe. Et ça le sera de moins en moins. De rester l'arme au pied pendant des années. Il y a une guerre quand même qui embarrasse ceux qui disent que toute guerre est injuste, c'est la guerre de 39-45. Il se trouve peu de gens pour dire qu'on n'aurait pas dû se défendre contre les nazis. Bah si, il y avait même un Chamberlain, il y avait même un Daladier qui avait tout fait pour qu'on ne fasse pas la guerre. Justement, je trouve qu'on peut très difficilement parler de la guerre sans parler du pacifisme. Pacifisme qu'il y a eu entre les deux guerres, puisque la première devait être la guerrière déjà, et puis ça ne l'a pas été. Et pacifisme qu'on trouve aussi en Israël. Parce que qu'est-ce que ça implique, le pacifisme? C'est quand même très important dans notre société aussi. C'est fou ce que ça a comme... Il y a deux versions. Il y a la version soft. Bon, moi j'aime beaucoup le prendre en tant qu'auteur à Oz, et je l'ai entendu dans différentes conférences à l'étranger ces dernières années, et même encore maintenant, amener sa fameuse thèse d'un couple qui doit divorcer. On doit partager l'appartement, c'est-à-dire qu'Israël doit se séparer des Palestiniens, on ne peut plus vivre dans le même appartement, il faudra donc faire des concessions, et donc ce pacifisme-là, il est géopolitique et il peut encore passer, bien qu'on sait quelles pourraient être les implications d'un tel partage. Mais disons que, par contre, il y a un pacifisme beaucoup plus grave qui rejoint le pacifisme des Daladiers et des émules littéraires des Daladiers, Munich, mais aussi le fameux Jean Giono qui avait écrit cette phrase que vous connaissez, mieux vivre à genoux que mourir debout. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça le dilemme. Et pour ce qui nous concerne, il ne s'agit pas de vie, il s'agit de mort. Oui, bien sûr. Je dis ça pourquoi parce que j'avais, dans mes premiers pas de journaliste de terrain, ça remonte à loin, c'est avant mon alia en 79-80, je faisais des papiers pour Le Monde dimanche, le supplément du Monde. Il m'avait envoyé, j'avais trouvé un sujet dans le Midi où j'allais souvent. Il y avait une auberge de jeunesse dans le Luberon, qui était un très bel endroit, qui était tenue par un gars qui était un vieux de la vieille, qui avait connu Giono, il était très vieux à l'époque, hein. Et il avait un cinéma, il était l'un des premiers qui a fait le cinéma ambulant, puis petit à petit il a créé un cinéma dans son endroit, là, et quand je l'ai fait parler petit à petit, je me rendais compte que ce type-là, il était tellement lié à Giono, à l'écologie et à l'idéologie pacifiste qu'il était très ambigu sur cette période. Et donc on a cette question-là, savoir... Est-ce qu'il est préférable de mourir debout plutôt que de vivre à genoux? Et ça, dans la gauche israélienne, c'est pas un dilemme. Il y a d'une part le débat géopolitique, territorial, etc., parce qu'eux considèrent que ce n'est qu'un conflit territorial, ce qui est d'ailleurs une erreur, mais il y a aussi quelque chose de plus grave, c'est-à-dire comme la guerre est injuste et comme l'oppression qu'on ferait subir aux Palestiniens en les occupant, entre guillemets, est tellement injuste qu'il vaut mieux prendre le risque de ne pas être. La paix comme idéologie, voilà, finalement. C'est les livres de Grossman, etc. C'est le suicide. J'ai plus tard qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas d'Israël. Sur Europe, on interviewait Le Drian, le ministre de la Défense française. Et alors, le journaliste lui demande, mais vous avez éliminé des terroristes? Il dit, écoutez, moi j'ai l'habitude d'être une tombe, je ne parle pas. Mais quand même. Alors il a fini par lui dire, mais écoutez, on est en guerre. Ces gens nous font la guerre. Alors, on a une armée française qui est là pour se battre contre des terroristes. Et s'ils en tuent, très bien. Si un chef parmi, encore mieux. Ah oui, mais c'est pas juste, il faut faire un procès. Il faut quand même juger ces gens. On peut pas... Ça, c'est en France, aujourd'hui. C'est ce qu'on a ici. C'est un peu plus grave s'ils ont une nationalité française. Parce que là, d'après le droit français, on n'a pas le droit de tuer les Français. Oui, c'est ça. En plus. Oui. Donc les terroristes, on en est là. Du Daesh qui sont dramatique. français, on n'a pas le droit de les tuer. Ça, ce sont les pacifistes. Non, c'est les juristes. Je voulais dire que la guerre d'Algérie, ce qui est intéressant, c'est que la conquête de l'Algérie en 1830 par la France était le dernier soubresaut de la conquête de l'Europe par les Arabes et qui s'est terminé entre guillemets à Poitiers avec Charles Martel, mais qui a encore duré un millénaire. Un millénaire à coup de razzia à partir du chute de la France d'abord, ensuite de l'Italie, ensuite du nord de... Je n'ai pas compris pourquoi vous codifiez le dernier épisode de la guerre de conquête musulmane. Pourquoi? C'est la réplique française de la conquête musulmane? C'est pas la réplique.
Depuis l'échec de Poitiers, de Charles Martel, les Arabes n'ont pas cessé de faire des razzias, d'abord dans le sud de la France, à partir du sud de la France, ensuite à partir de l'Italie, et pour terminer à partir de l'Algérie. Et pour mettre un point final à ces razzias qui étaient sur mer ou sur terre, l'armée française a conquis l'Algérie pour mettre un stop. Alors en plus, c'était la période coloniale, c'est vrai. Mais la raison première, c'était de dire la piraterie. Vous avez lu l'excellent article qu'on trouve, qui est paru la semaine dernière, traduit en anglais, de Michel Klofinkiel, sur l'historique de l'islam en Europe. Il fait des points de comparaison démographiques et économiques justement avec la période depuis la haute antiquité, comment les Arabes, les musulmans ont convoité l'Europe avec le rôle de la Turquie, etc. Vous l'avez lu cet article? Si vous tapez Michel Klofinkiel islam, vous allez trouver cet article qui est très récent et qui donne beaucoup de clés pour comprendre ce qui se passe. Parce qu'il explique qu'à toutes les époques, la raison de l'échec justement de ces tentatives depuis Poitiers, des islams, on peut dire, parce qu'il y a eu plus admis par plusieurs... c'est quoi? Ça a été qu'ils n'avaient pas pu instaurer un rapport de force démographique suffisant pour tenir les têtes de pont qu'ils avaient dégagées. Et qu'aujourd'hui, où ils représentent 10 et 15 ou 12 ou 13 ou peu importe pourcent, aujourd'hui dépasser la barre des 10% de la population en France puis en Europe, là oui c'est une tête de pont qui donnait de la crédibilité à leur volonté de reconquête. C'est un article intéressant. Je raconte une anecdote sur notre cousine Lucas. On connaissait bien l'époque. On attendait les gosses à la sortie de l'école, la maternelle. À Alger? Non, à Nice. À Nice. La sortie de la maternelle, et puis il y avait une dame arabe enceinte comme ça. Elle expliquait, c'est avec ça qu'on va gagner le français. C'est ce que disait Arafat. C'était ça remonte. C'est les ventes de nos femmes. 45 ans. Ma fille va avoir 50 ans maintenant. Ça remonte 45 ans. Elle disait, mais c'est avec ça qu'on va gagner les Français. Bien, alors on vous communiquera la date de la prochaine séance qui n'a pas encore été arrêtée, parce que là c'était juste un lancement. Et la prochaine séance, je n'avais pas compris le sujet, ce sera justement guerre juste et guerre injuste.